Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'on n'est pas bien là avec notre tasse de café ou de thé, hein, c'est comme vous voulez, dans notre canapé, posé, prêt à réviser pour, un nouveau catastrophe, le cinquième épisode. Je vous rappelle le concept, c'est un cas, un vrai, un dur, je sais pas. On va voir ça ensemble. Des questions, je vous les pose, vous pouvez faire pause et je vous réponds après avec des explications. Allez, c'est parti. C'est parti, bientôt le Père Noël va passer, nous sommes dans un service de pédiatrie en hiver, et l'infirmière vous appelle pour un enfant de 1 an, et elle nous dit « il fait comme de l'asthme ». Elle a pris les paramètres, puisque c'est une super infirmière, elle vous les a notés, vous les voyez, fréquence respiratoire à 35 cycles par minute, saturation 95, 37,5 de température, fréquence cardiaque à 110, tension artérielle à 100 sur 60, il tousse, vous entendez un wheezing, vous voyez un léger tirage costal. Ma foi, le reste de l'examen est sans particularité, il a une bonne couleur ce petit bout, il mange bien, et voilà, comme je vous disais, l'auscultation sans particularité. La première question, juste avant, ce serait à quoi pensez-vous là tout de suite? Parce que je vais vous donner un indice. L'indice, c'est de calculer le score de Wang, et comment vous allez le calculer. Et si je vous propose ça, c'est bien parce que il y a l'étiologie suspectée derrière tout ça. Donc comment on le calcule, ce fameux score de Wang? Est-ce qu'on utilise la saturation? Réponse A. Est-ce qu'on utilise la fréquence respiratoire? Réponse B. Est-ce qu'on utilise la pression artérielle? Réponse C. Les signes de lutte? Réponse D. Ou le contexte social? Réponse E. Comme je vous ai dit, vous faites pause si vous voulez un petit peu plus de temps pour réfléchir. Moi, je vais vous montrer les réponses. Donc les réponses, c'était la B et la D, à savoir fréquence respiratoire et signe de lutte, mais il en manque deux. Et pour retenir le score de Wang, je vous propose... Wang, ça s'écrit W-A-N-G pour le wheezing, c'est-à-dire comment il siffle, le A pour les signes de lutte de against en anglais, le N pour le nombre de cycles, donc la fréquence respiratoire, et le G pour l'aspect général, général aspect. Voilà à peu près un schéma d'une bronche avec un état inflammatoire à gauche et l'état normal à droite. Comme vous voyez, il y a un rétrécissement de calibre, donc ça va induire, avec le phénomène de Venturi, une accélération des flux et donc un bruit aigu à l'expiration, donc au mouvement de l'air. On va pouvoir entendre ce fameux wheezing lorsqu'il y a un rétrécissement de calibre. Quand il faut hospitaliser l'enfant? Alors, s'il a moins de 6 semaines, avec une naissance à terme, ou si c'est un prémat, donc de moins de 34 semaines, avec un âge corrigé de moins de 3 mois, si l'alimentation représente moins de 50% des rations habituelles sur 3 repas de suite. Pour la saturation et sur le plan respiratoire, on retient l'hypoxie à moins de 92%, la fréquence respiratoire à plus de 60%, et le terrain et le contexte, à savoir cardiopathie, pathologie pulmonaire chronique, une immunodépression, et s'il y a une difficulté à la compréhension des parents, précarité et contexte social qui n'est pas en faveur d'un bon respect des consignes. Les critères autres, eh bien, il y a le fameux score de Wang, à savoir s'il est supérieur ou égal à 9, c'est un critère d'hospitalisation. Enfin, en cas de rhinite qui date de 48 heures dans un contexte d'épidémie et d'un jeune enfant de moins d'un mois, tous ces critères, les trois là, vous feront indiquer une possible hospitalisation. La question suivante concerne la prise en charge. Qu'est-ce que vous mettez en place? Donc réponse A, des corticoïdes, dexaméthasone 0,6 mg kg, une oxygénothérapie. Réponse C, une désobstruction des voies aériennes supérieures. Réponse D, de la moxicilline 80 mg par kg par jour. Et réponse E, de l'adrénaline nébulisée. Je vous propose de faire pause, moi j'avance. Donc les réponses c'était la B et la C. L'oxygénothérapie, il y avait un peu de signe de lutte tout de même, donc ça va pas lui faire du mal, avec ses 92% de SAT, c'est pas très élevé. Et le traitement, la prise en charge, c'est surtout des obstructions des voies aériennes supérieures. Grosso modo pour le reste, on va le voir. Alors en proclive, on peut l'installer un petit peu sur le dos, un petit peu surélevé, ce sera pas plus mal. On évite les aspirations
des voies aériennes supérieures en cas d'atteinte. Pourquoi? Tout simplement parce que les enfants sont, un jeune enfant avec la filière est très sensible au niveau de la voie aérienne supérieure. La filière de la voie aérienne supérieure, il risque de faire un malaise vagal, donc bradycardie, possiblement une détresse respiratoire. Bref, on évite les aspirations. L'oxygénothérapie, si possible humidifiée, ce sera mieux, et on va surtout se focaliser sur l'état d'hydratation et de nutrition, et à savoir incrémenter au besoin l'alimentation péros en fractionné, plus ou moins entérale, par sonde nasogastrique ou parentérale, dans le pire des cas, pour les formes sévères. Les aérosols, on peut en faire s'il y a besoin avec du sérum salé hypertonique à 3%, avec, même si c'est pas recommandé, discuter dans les cas parfois de la kiné. Mais retenez pas forcément la kiné, hein. Vous êtes appelé pour un autre enfant, puisque je vous le rappelle, vous êtes de garde. Donc il y a un nouveau petit bout, 1 à 2 ans, toujours. Euh, voilà, il est en train de baver, il est assis, il ne peut plus parler. Les vaccins ne sont pas à jour. Et les paramètres, vous les avez les suivants: fréquence respi à 30, une SAT à 91, fréquence cardiaque à 130, une tension à 126 sur 78, un temps de recoloration à 3 secondes, plus de 3 secondes même. Il a chaud, il a 39 de fièvre. L'auscultation est sans particularité et vous constatez un tirage. La question: dans ce contexte, vous suspectez une pathologie? Eh bien oui. Mais qu'est-ce que vous entreprenez comme traitement? Les mêmes réponses que la dernière fois. Dexaméthasone réponse A, B oxygène, C désobstruction des voies aériennes, D amoxicilline, E adrénaline. Je vous laisse faire pause, j'avance pour les résultats. Et donc là, j'ai été un peu vache, je vous l'accorde. La réponse attendue était uniquement oxygénothérapie. Tout d'abord, en cas donc d'épiglotite, puisque c'était le diagnostic suspecté, contre-indication à allonger l'enfant et à introduire l'abaisse-langue. C'est pour les mêmes raisons que je vous ai dit tout à l'heure, mais là, il y a encore plus de risques. La dexaméthasone, non, parce que c'est un état septique, donc on va éviter de faire flamber le tout. On évite de désobstruer les voies aériennes, puisqu'en fait ça va juste aggraver la situation. Quant à l'antibiothérapie, il faut cibler les bons germes. Mais lesquels? Je vous en parle après. Raison pour laquelle on ne met pas d'amoxicilline, on met de la ceftriaxone, C3G, 50 mg par kilo en une injection. Et après on discute de l'hospitalisation. Est-ce que ça va être des soins continus? Est-ce que ça va être la réanimation? Et même discuter du transport, dans ce cas-là, par le SAMU, hein. Le fameux, l'agent biologique responsable, le plus probable dans ce contexte chez ce patient, hein. D'accord? De manière générale, il y a aussi une réponse qui a tendance à sortir. Quel est cet agent? Donc une seule réponse. Réponse A, Streptococcus pneumoniae. Réponse B, Haemophilus influenzae. Réponse C, Moraxella catarrhalis. Réponse D, Klebsiella pneumoniae. Et réponse E, Para-influenzae. Je vous propose de faire pause. Moi, je vous donne la bonne réponse. Donc ici, dans ce contexte d'absence de vaccin, qui n'est pas à jour, donc ce sera plutôt l'Haemophilus influenzae, raison pour laquelle il faut cibler un antibiotique, et en particulier qui permet d'être efficace sur Haemophilus. Or, Haemophilus résiste à l'amoxicilline, donc il faut absolument mettre une C3G. D'accord? La physiopathe et les bactéries, ou autres étiologies possibles, sachant que les premières étiologies sont bactériennes, infectieuses bactériennes. Donc on peut retrouver le strepto, hein, de plusieurs causes, même le staph, Moraxella aussi, Haemophilus surtout quand il n'y a pas de vaccination, d'où l'intérêt de la vaccination qui est très efficace, hein, dans 90 à 95% des cas. C'est effectivement à tout l'intérêt de cette vaccination qui permet d'éviter les épiglottites, mais aussi méningite, pneumonie, et donc toutes ces pathologies peuvent menacer le pronostic vital de l'enfant, d'où l'intérêt de cette vaccination. Après, donc, il y a d'autres étiologies, Pseudomonas candida, Klebsiella,
J'en passe, étiologie virale aussi, tout à fait possible, mais aussi brûlure, trauma, ingestion de caustique et l'œdème neurotique, à voir dans le chapitre avec, l'anaphylaxie. Bref, vous voyez sur le schéma, en fait, la physiopathologie de l'épiglottite. Donc l'épiglotte qui permet avec son battement de choisir le bon carrefour, digestif ou aérien. Eh bien, en cas d'épiglottite, vous voyez que l'épiglotte, donc, d'où son nom épiglottite, est inflammée et il y a un œdème réduisant ainsi le passage de l'air d'une part et donc le mouvement anatomique, physiologique de bascule, ce qui rend difficile la déglutition, d'où l'hypersialorée et si on penche l'enfant, vous comprenez que ça va donc bloquer complètement la filière aérienne, d'où la contre-indication à allonger l'enfant. Changeons d'enfant, encore un autre, là c'est une maman qui amène sa petite fille de 3 ans pour une dyspnée. Elle s'est réveillée cette nuit avec, ma foi, une toux un peu bizarre. C'est ce que nous décrit en tout cas la mère. L'enfant, en tout cas, a l'air de bien parler, hein, presque normalement, nous dit sa maman. La déglutition est tout à fait possible, elle mange bien. Vous voyez en discutant que les doigts de la mère sont un peu jaunâtres, l'index, le pouce et même le majeur. L'infirmière vous a pris les paramètres avec une fréquence respi à 30 cycles par minute, une SAT à 98, une fréquence cardiaque à 100, une tension à 110 sur 65, un temps de recoloration inférieur à 2 secondes et 37,9 degrés de température. À l'auscultation, vous n'avez rien. Et l'auscultation et l'examen clinique, pardon, vous n'avez rien de particulier sauf une toux rauque que vous identifiez très bien. Quelle est la prise en charge pour cet enfant? Exactement les mêmes propositions que tout à l'heure. Donc A, des corticoïdes, B, oxygène, C, des obstructions des voies aériennes, D, amoxicilline, E, adrénaline. Si ça grave, je vous propose encore une fois de faire pause pour vous donner les bonnes réponses. Et donc les bonnes réponses ici, c'était la réponse A, dexaméthasone, 0,6 mg par kilo. Et si elle s'aggrave sur le plan respiratoire, on peut être amené à utiliser de l'adrénaline nébulisée. Donc la laryngite, puisque c'est un cas de laryngite. Comment on traite la laryngite? Alors s'il n'y a pas de signe de gravité, on peut utiliser la dexaméthasone, ou un équivalent, à 0,6 mg par kilo, sans relais à domicile. Pas besoin de relais à domicile. Et on n'oublie pas de dire à la mère d'arrêter de fumer sa clope avec l'enfant, et même pour elle, ce sera bien, ça fait de la prévention. Ensuite, si c'est une forme qui est modérée, on fait la même chose, et on peut surveiller à l'UHCD pendant 2 à 4 heures. Bon. S'il n'y a pas de récidive, elle peut sortir. Si par contre il y a une récidive mais sans signe de gravité, à ce moment-là on peut être amené à faire de la nébulisation par budesonide, 1 mg, et à surveiller encore à l'UHCD. S'il y a des signes de gravité, qu'elle s'aggrave encore, on peut être amené à utiliser effectivement de l'adrénaline, 1 à 5 mg, en nébulisation, et à discuter à ce moment-là l'hospitalisation. Voilà. En bref, on arrive à bientôt 15 minutes, mais on va faire plus vite que ça. En bref, la laryngite et l'épiglottite. Donc là, on en a vu 3. On a vu la bronchiolite. La bronchiolite, c'est en fait l'asthme du plus jeune enfant, qui n'est pas encore asthmatique. Au 3e épisode, c'est de l'asthme. La prise en charge, on désobstrue les voies aériennes et on attend que ça passe. Maintenant, la laryngite, l'épiglottite. Comment ne pas confondre? Vous avez vu sur le schéma, vous voyez sur le schéma que c'est pas la même zone anatomique qui est touchée, raison pour laquelle vous n'avez pas les mêmes symptômes. L'épiglottite, c'est l'atteinte supérieure. Véritablement, c'est donc susglottique, d'où la voix qui est modifiée avec des troubles de la déglutition. Puisqu'en fait, s'il y a un œdème, avec la bascule, vous comprenez que le choix, l'orientation du carrefour aéro ou digestif va être perturbé. L'étiologie de l'épiglottite, principalement bactérien, on l'a vu, et il n'y a pas de toux. Il peut y avoir une toux, mais dans ce cas-là, elle n'est pas véritablement due à l'infection,
à cette atteinte locale, elles peuvent être dues à l'irritation au niveau de l'arrière-bouche, de l'oropharynx, avec une stase salivaire. Mais on retient trouble de la déglute, avec une voix modifiée, sans toux et un aspect septique, épiglottite. On ne l'allonge pas, on met les antibiotiques. De l'autre côté, un tout petit peu plus bas, la laryngite, donc c'est pas l'atteinte des cordes vocales, mais c'est en regard des cordes vocales. Il peut y avoir une discrète atteinte de la voix, mais en général elle n'est pas modifiée, contrairement à l'épiglottite. Par contre, il y a une toux qui est rauque, aboyante. On dit que ça ressemble à un chien qui aboie. Là, l'enfant peut avaler, puisqu'en fait l'épiglottite peut se balancer en avant ou en arrière, donc il n'y a pas de souci. L'étiologie est principalement virale, donc pas besoin d'antibiotiques. Maintenant, il peut y avoir des formes bactériennes, où il faudra discuter de l'antibiothérapie, mais en général, c'est viral, du coup corticoïdes et adrénaline si besoin. Par rapport aux étiologies, donc Haemophilus influenzae pour l'épiglottite, strepto maintenant, c'est tout à fait possible. Il existe une dernière forme, je vous en dis juste un mot, la laryngotrachéite. Il peut y avoir une dyspnée associée, donc laryngotrachéite, une association avec les signes de la laryngite et une dyspnée un peu plus marquée, mais cette fois-ci aux deux temps. L'étiologie, staph et hémophilus, on mettra de l'augmentin dès qu'on suspecte l'hémophilus. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, on a passé les 16 minutes. Il ne me reste plus qu'à vous dire de vous abonner si ça vous a plu, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de lâcher un pouce bleu de cyanosé que vous aurez oxygéné et de prendre soin de vous et de vos jeunes patients.